Donc là, nous sommes dans la chambre de l'hôtel Bedford, en tout bien tout honneur, et... Nous ne sommes pas DSK et madame et mademoiselle et madame Diallo. Oui, c'est ça. Et bien que je ne sais pas si... C'est vrai que ce qui nous avait frappé à ce sujet récemment, c'est que des astrologues qui parlaient justement de DSK quelques jours avant n'avaient rien vu. Alors, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Alors, il y a deux choses l'une. Ou bien, moi je pense que c'est quand même une affaire assez grave. Non, mais je veux dire pour les astrologues aussi. Il y a deux choses l'une. Est-ce que l'astrologue... alors, deux choses l'une. Ou bien l'astrologue doit dire clairement qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas gérer ce genre de problème, qu'il ne peut pas dire à l'avance ce qui va arriver. Mais on ne peut pas non plus lui pardonner d'avoir manqué ça. Absolument. Donc, ou bien, alors à ce moment-là, on commence pas. Si quelqu'un dit qu'il va parler de l'avenir proche de monsieur DSK, parce que justement, il y a une quinzaine de jours, on se demandait s'il allait gagner au prix maintenant. Donc les gens déjà commençaient. C'est ça qui est assez comique. C'est pas quelqu'un qu'on avait ignoré. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un auquel les astrologues s'intéressaient, et malgré le fait qu'ils s'y intéressaient, ils n'ont pas vu cette tâche majeure dans le processus. Alors, je dois dire que moi, beaucoup de monde m'avait demandé si je voyais DSK devenir président, et moi j'avais constamment une voyance, je faisais par radiesthésie, j'avais constamment un pendule négatif. Ah oui. Alors je répondais aux gens, pour moi c'est non, mais je ne sais pas pourquoi. Oui. Donc pour moi c'est négatif, il ne sera pas président, mais je ne peux pas dire pourquoi, je n'en sais rien. Et alors, astrologiquement, tu répondais même pas astrologiquement là, tu répondais. Non, je répondais la paradiesthésie. Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que les choses ne sont pas réglées comme du papier à musique et automatique, voilà. Tu comprends? C'est ça. Il y a, là, comme nous parlions tout à l'heure de l'influence des astres, mais oui. Le sage domine les astres, la volonté humaine peut infléchir les choses dans un sens ou dans un autre. Oui. Tu comprends? On sous-estime la puissance de la volonté humaine, du choix humain. Il y a des tas de choix qui peuvent être faits jusqu'à la dernière minute. La porte est ouverte pour les choix. En tout cas, moi je ne sais pas, je pense que l'attitude que nous avons souvent quand nous allons voir un voyant ou un astrologue, c'est de lui demander à la limite, est-ce que vous ne voyez rien de dramatique qui se profile à court terme? Bon, alors moi personnellement, je vois des tas de choses dramatiques parce qu'il y a des très mauvais aspects, mais on ne sait pas très bien des très mauvais aspects, des planètes lourdes et sur la situation mondiale, mais on ne sait pas très bien où ça va péter. Mais là en l'occurrence, je pense à cet astrologue, bon, il voyait, tout était clair, en tout cas pendant les prochains mois, il ne voyait rien à déclarer. Ben voilà. Mais non, il pensait que d'ici début juin, la candidature socialiste serait faite de la part de DSK. Il voyait ça normalement, il voyait que ça correspondait à ses astralités, qu'il y avait des transits plutôt favorables. Donc, moi je ne sais pas, moi je voudrais me poser le problème à la place de ce monsieur qui a fait cette non-prévision, parce qu'il n'a pas prévu quelque chose, il a manqué de prévoir. Je pense que l'astrologie a des limites, et qu'on peut repousser ces limites avec des techniques de voyance. En fin de compte, c'est un peu comme tout à l'heure où tu disais que tu avais pressenti quelques mois avant les événements d'Afrique, etc. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi je me suis entendue leur dire, vous êtes folle, il ne faut plus aller se balader le nez en l'air comme ça dans n'importe quel pays musulman, parce que ça va péter de partout. Elles me regardaient avec des yeux ronds comme si j'étais folle, et moi je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je le sens comme ça, mais peut-être que j'ai tort, enfin voilà. Moi ce qui me paraît important, c'est pas tellement que l'astrologue dise des choses justes, c'est aussi qu'il ne manque rien d'essentiel. Oui, absolument. Parce qu'il peut dire des choses justes qui sont d'ordre du détail, et il y a un truc énorme qu'il ne voit pas. Or, il faut bien reconnaître que là où nous sommes aujourd'hui, à la fin mai 2011, le premier semestre 2011, il n'a pas été très glorieux pour les astrologues. Parce que, ils n'ont pas annoncé ce phénomène majeur qui aujourd'hui nous apparaît comme incontournable et fondamental. 2, ils n'ont pas annoncé non plus la déchéance de DSK.
c'est quand même pas à leur actif. Moi, je vais dire quelque chose, d'après l'analyse des astres, d'après mon intuition, le cas de DSK, le cas de Strauss-Kahn, va être suivi, à mon avis, de beaucoup d'autres. Ah, oui. À mon avis, le cas de Strauss-Kahn rentre dans un contexte général uranien où tout explose, où les gens veulent savoir la vérité et où des choses qui étaient cachées vont exploser au grand jour, avec le côté foudroyant d'Uranus. Ah bon? Il foudroyant et inattendu. Donc moi je m'attends à voir de l'inattendu toutes les semaines et de l'inattendu foudroyant. Ah bon? Toutes les semaines. Ça va changer. Oui. À la fois sur le plan géophysique et sur le plan géopolitique. Oui. Alors, bon, effectivement, cette affaire DSK, elle pose des problèmes sociologiques importants, notamment, est-ce que c'est concevable, en effet, là on a vraiment ce qu'on peut appeler le grain de sable. Une carrière remarquable, un avenir important, et qui est remise en question, qui déraille, il y a un déraillement qui se produit. Alors, est-ce que l'astrologie... Alors, il y a une grande question. Est-ce que l'astrologie peut prévoir un déraillement, ou est-ce qu'elle ne peut prévoir que le cours normal des choses, en quelque sorte? Parce qu'en fait, l'astrologie, quelque part, ce sont des rails. Oui. Donc, effectivement, il y a un truc qui vient bloquer. Cela dit, il y a des astrologues qui vont dire, mais le déraillement, il est lié aussi à d'autres planètes. Parce que pour les astrologues, c'est un peu ce que je le reproche, à la fois, ils jouent la carte du rail, mais ils disent aussi que l'astrologie permet de savoir quand ça va dérailler. Ce que j'ai vu dans le thème de DSK, c'est qu'il a Jupiter sur le descendant, opposé à l'ascendant, et les anciens disaient Jupiter aveugle ceux qu'il veut perdre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de pouvoir où les gens n'ont plus du tout les yeux en face des trous. Et comme Casey disait, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, et plus les gens sont dans une situation de pouvoir, plus ça leur monte à la tête, et plus ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, et plus ils perdent le contact avec la réalité du quotidien. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Oui, mais moi je vois le problème à l'envers. Moi je vois une société, une humanité qui a des leaders, qui sont des responsables. Oui, pas pour longtemps. D'ailleurs, entre parenthèses, je le disais l'autre jour, cette période que nous vivons est une période de crise pour les leaders. Oui, parce que la plupart des gens qui sont en avant, on pense à Kadhafi, on pense à etc., on pense à DSK, le point commun de tous ces personnages qui tombent de leur piédestal, c'est pas fini. Non, justement, de ce côté-là, je dirais que c'est pas fini. Mais effectivement, donc, c'est ce que je disais l'autre jour, DSK faisant partie de cette caste des leaders, il est évident qu'il était menacé. Par le fait qu'ils ont des œillères et qu'ils sont extrêmement loin de la réalité quotidienne. On ne peut pas étudier le thème de DSK comme celui de n'importe qui. Quand je pense, DSK a tellement eu peu de conscience qu'il était dans une situation dangereuse, qu'il a téléphoné depuis l'aéroport et c'est ce qui a permis à la police de le repérer. Mais oui, bon, oui, absolument. Il n'a pas compris l'étendue de sa responsabilité. Non, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé exactement. On sait que la police l'a repéré parce qu'il a téléphoné à l'hôtel. Je sais, mais on ne sait pas exactement ce qu'il avait dans la tête. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Apparemment, ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui fuit. Ou alors il est très mauvais, il est un très mauvais criminel. J'ai autour de moi et très proche des gens qui sont des véritables escrocs, qui mentent et qui volent. Quand on leur dit en face qu'ils mentent et qu'ils volent, ils sont très étonnés, ils ne peuvent pas le croire. Ils pensent que c'est de la pure méchanceté. Quand on leur amène des preuves à la main, oui, mais c'est un mode de fonctionnement sur le long terme. Là, tu parles de gens qui sont constamment là, qui sont dans un type de comportement. Là, on est quelque chose de ponctuel. Et DSK était connu pour ça. Il y a des gens pour qui les femmes sont un objet de consommation, et puis ça paraît normal. Oui. Et ça a été normal dans beaucoup de civilisations. Enfin, moi, en tout cas, je pense que dans le cas de l'astrologie, la question de savoir est-ce que l'astrologie parle de... D'abord, il y a un combat, à mon avis, parce que actuellement, nous sommes dans une période de combat. Il y a un combat du peuple, des gens du peuple, contre l'élite. Ah, tout à fait. Bon. Et cette affaire DSK, c'est exactement ça. Hein, c'est un des personnages du peuple, du bas peuple, qui met à bas
quelqu'un qui est tout en haut, oui. Je me suis penchée sur les vies antérieures de DSK. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il a Mars, qui est le symbole de la virilité, conjoint au nœud nord, et donc opposé à un nœud sud en maison 4 et en balance. Et je me dis, dans une vie antérieure, c'est un type qui a beaucoup souffert, qui n'a pas pu exprimer sa virilité. Oui. Le nœud sud étant en balance et en maison 4, soit, vous savez, il y a des civilisations où il y a eu des castrats, ou alors la famille exerçait une influence tellement castratrice, et le nœud nord qui représente le programme de vie, conjoint à Mars, indique un homme qui, dans cette vie-ci, a quelque chose à rattraper sur le plan de la virilité. Et donc il va chercher, depuis le début, à toujours affirmer sa virilité. Oui, mais la question de savoir pourquoi maintenant, justement, pourquoi maintenant, ça ne marche pas. C'est là que l'astrologue intervient. Oui, pourquoi il y a des moments où ça passe et des moments où ça ne passe pas. Eh bien, ça passe plus. Vous n'avez pas trop chaud? Vous faites comme vous voulez. Ça ne passe plus parce que Uranus montant en puissance pousse les gens à réclamer des comptes, à s'exprimer, à ne pas s'écraser quand ils ne sont pas contents, à demander des comptes à leurs dirigeants et à exiger une transparence, une conformité morale qu'on ne demandait pas. Et quand vous dites ça ne passe plus pour combien de temps? J'aimerais bien. Vous dites ça passe plus, vous voulez dire que ça ne va plus passer du tout, plus jamais? Ou est-ce que c'est une période de X années? Non, ça va passer de moins en moins jusqu'à ce que tout pète. Ah bon, d'accord. Donc vous n'avez pas une vision cyclique. Vous n'avez pas une vision cyclique. Moi, par exemple, j'aurais plutôt de dire, voilà, actuellement, ça passe pas, parce qu'on est une phase X, et quand on en sera dans la phase Y, ça repassera. Non, parce que dans la phase Y, nous aurons monté en vibration, nous serons davantage unifiés, nous aurons une meilleure maîtrise de notre corps et de toutes les facultés humaines, et ça sera un autre état de l'existence humaine et même de la planète. Je ne sais pas si on dit la même chose quand on parle de phase X et Y tous les deux, parce que moi, c'est une façon de parler. Non, mais... disons que nous sommes en 3e dimension, et qu'on va passer dans un stade de 4e dimension, où la planète va changer de nature et plutôt en mieux, elle va passer par une purification, une amélioration, et les êtres humains aussi. Donc le personnage du Don Juan qui court les femmes, c'est un être qui est divisé en lui-même, qui est malheureux, qui cherche quelque chose qu'il ne trouve pas, enfin c'est une sorte de malade. Et bientôt, ça n'existera plus dans le nouvel état de l'humanité. Donc vous avez un peu cette tendance, Marguerite de Bismont, à interpréter les événements auxquels nous assistons comme correspondant à un changement majeur de société, de civilisation, d'air, etc. Je ne suis pas la seule. Edgar Cayce n'arrêtait pas d'en parler. Il employait tout le temps le mot « the changes », on peut dire le changement, mais dans le contexte dans lequel il disait, ça aurait été mieux de traduire par le bouleversement, parce que c'est un changement de fond en comble. Donc nous sommes dans une période très évolutive de changement. Donc il y a des choses qui étaient passées sous silence et qui étaient acceptées, qui ne vont plus l'être. Et ça ne va plus l'être pour personne. Regardez aussi le cas d'Alliot-Marie, Madame Alliot-Marie, que tout le monde considérait comme, mon Dieu, assez honnête et convenable, et qui a chuté sur ce qui était considéré comme bénin, c'est-à-dire des vacances de riches consommateurs occidentaux dans un pays affamé, enfin pas affamé, mais enfin dans un pays pauvre, et qu'elle a considéré que c'était normal, sans voir la révolution qui montait. Eh bien ça ne passe plus du tout. Moi, ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que, bon, admettons qu'il y ait effectivement ces grands changements, mais l'astrologie nous parle aussi de rythmes, disons, plus courts. On n'est pas que dans les rythmes lents. La vie aussi, elle est faite de phases, de périodes, de quelques années. On a l'impression que vous êtes soit dans le micro, dans la micro-prévision, soit dans la macro-prévision. Mais entre les deux, il y a des cycles intermédiaires. J'ai l'impression que, mon impression générale, c'est que tout se bouscule et qu'on est à la fin d'un cycle. Est-ce que vous voulez que j'analyse le thème du jour ou le thème de ces jours-ci? Je pourrais. Bon. Vous l'avez là? Ah ben moi j'ai rien, moi. Moi je vais vous chercher. Autant faire quelque chose de précis. Oui, très bien.
Donc vous avez besoin de ce support qui est le thème natal, ou le thème oui. du jour, oui. Si je vous parle de mes impressions générales, de mon Oui. ressenti, bon, c'est de la voyance. Si je prends un thème astrologique, c'est Voilà. un thème astrologique. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, là j'ai le thème pour demain, 27 mai. On peut dire qu'il y a tout de même ces très mauvais aspects d'Uranus, et tout de même assez violent. Parce que donc Uranus est au carré de Pluton, on ne fait pas plus violent, opposé à Saturne, et il est en train de rentrer en astrologie tropicale dans le Bélier. Donc c'est tout de même un Uranus assez agité, non? C'est assez agité. Donc on peut s'attendre à beaucoup de changements. Edgar Cayce disait que Saturne était la planète du changement. C'est curieux. Uranus, mais oui. Saturne aussi. Oui, oui. Mais Saturne, c'est le temps, mais le temps est fait de changements. Mais regardez par exemple, vous pourriez prendre un exemple idiot, mais une journée aussi, il y a des changements. Il y a le jour, il y a la nuit. Une année, il y a l'hiver et l'été. Ça sont des changements qui sont structurels. Voilà. Bon. Et, mais ces changements aussi, l'astrologie doit pouvoir en parler. Elle doit pouvoir dire à quel moment une société fonctionne d'une certaine manière et puis à quel moment elle fonctionne autrement. Bon, alors les planètes lourdes ne sont pas là tout le temps, mais ça a déjà beaucoup bougé quand Pluton, qui est tout de même très lourd, était en Sagittaire. Maintenant, Pluton entre en Capricorne, on peut s'attendre à beaucoup de tsunamis. Le Capricorne, c'est la politique, c'est le monde de la politique, et Saturne aussi. Tout de même, Saturne étant la planète de la politique. La politique, c'est tout de même, relève en fait pour moi de deux signes, de la Balance et du Capricorne. Le Capricorne dans la mesure où il y a la planification, et la Balance, l'équilibre et la manipulation des groupes en équilibre. Donc là, on a ces deux signes qui sont très malmenés, puisqu'on a Saturne, maître de la Balance, opposé à Uranus. Et on a le Capricorne, le Pluton qui rentre dans le Capricorne et qui est carré de Saturne. Donc ça ne peut que s'agiter. Bon, alors donc, en résumé, comment se profile, est-ce que vous voyez des choses, bon, par exemple, prenons les choses autrement. C'est vrai que depuis quelque temps, on a des choses qui n'ont pas été prévues. Oui. On a l'impression d'une humanité qui ne sait pas très bien ce qui lui arrive, que ce soit la crise de 2008... Ça n'a pas été prévu par Monsieur Tout-le-Monde, par nos hommes politiques et par la télé, qui est le reflet du monde politique. Mais il y a énormément de voyants... mais alors pourquoi est-ce qu'il y a... justement, là il y a une crise dans notre société. Comment se fait-il que notre société n'entende pas ces choses-là? Parce que vous savez, ils ont une maladie très grave et qui affecte l'humanité de cette époque, c'est l'avidité de finances et de pouvoir. Alors tout ce qui dérange leur plan pour acquérir plus d'argent et plus de pouvoir, ils ne veulent pas en entendre parler. Non, enfin, malgré tout, même le peuple n'est pas au courant de... Enfin, on a l'impression qu'on vit dans un monde où les voyants, les astrologues, sont dans une sorte de ghetto et qu'on ne les entend pas, en tout cas qui n'ont pas voix au chapitre. Je dirais qu'il y a deux sortes de peuples. Et qui sont peut-être discrédités d'ailleurs. Je dirais que dans le peuple, il y a je considère deux types de personnes différentes. Il y a ceux qui sont les yeux rivés sur leur télé, donc ils sont complètement... Alors ce peuple, oui. Alors, le peuple, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont complètement droguées par la télé, qui ne croient que ce qui est dit à la télé, qui passent des heures tous les jours devant leur télé. Alors ceux-là, il n'y a pas moyen de les entendre, pas moyen de se faire entendre. Ceux-là, ils ont le cerveau complètement lessivé et auto-lessivé, parce que personne ne les oblige à se mettre devant leur télé, passer tant d'heures dans la télé. Et puis, il y a des gens à l'ancienne, que leur caractère, leur personnalité, leur profession amènent à prendre du recul et à réfléchir. Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus conscients, et il y en a. Et il y en a même qui me disent, je ne regarde même plus la télé. Parce que vraiment, il y a un travail de désinformation qui a été fait par la télé. Alors, tous ces gens, quand ils regardent Internet, ils ne sont pas plus informés que ça, parce qu'ils ne croient sur Internet que ce que la télé leur a dit qui était vrai. On a quand même l'impression, de manière générale, que souvent l'astrologue prend le train en marche.
C'est-à-dire qu'il ne voit pas l'événement initial se produire, mais après, il explique, et après, éventuellement, il extrapole pour l'avenir. Mais que, quelque part, c'est le point de départ qu'il n'arrive pas à saisir. Par exemple, actuellement, on peut voir l'évolution des détails d'astrologues qui peuvent parler de ce qui va arriver à DSK. Mais ils ne l'ont pas, parce qu'il s'est déjà passé quelque chose. Or, si l'astrologie est là justement pour nous dire le moment où ça va arriver, elle passe à côté, puisque c'est ça qu'on attendait, c'est pas qu'elle commence à faire des commentaires sur ce qui s'est passé. En même temps, l'astrologue ne peut pas anticiper sur la décision d'une personne, parce que tout de même, DSK dans son hôtel, il avait tout de même encore un certain libre arbitre malgré tout. Donc il aurait pu utiliser son libre arbitre à bloquer en se disant non, 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 enfin on ne sait pas. Le libre arbitre des uns, de DSK et de la dame, parce qu'à mon avis la dame n'est pas purement une pure victime, ça je ne le crois pas non plus. Chacun d'eux avait à chaque minute que nous avons le choix de son comportement. Donc ils étaient imprévisibles en fait. Je pense que la dame avait des habitudes aussi de provocation des messieurs. Oui, mais donc en fin de compte, ça nous invite à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut attendre d'un astrologue vu précisément le caractère imprévisible de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui si des choses aussi majeures dans la vie de cette personne et dans la vie du monde en général, parce qu'en fin de compte, c'est dans le cas précis de DSK, ça a des conséquences à des tas de niveaux. Oui, c'est embêtant. Alors, c'est une catastrophe. Comment doit se comporter un astrologue raisonnable et prudent à partir de tous les avertissements et tous les bémols que vous avez apportés? Je sors le cas de DSK. Bon, moi, en tant qu'astrologue, j'aurais dit, voilà un monsieur qui a un gros problème issu de ses vies antérieures. C'est un besoin aigu d'affirmation de lui-même en tant que viril. Donc ça, c'est le comportement général au cours de sa vie. Oui. Mais... Est-ce que ça devait se manifester particulièrement maintenant? Est-ce que les aspects de cette tendance générale... Il y a une question de thérapie. La question c'est, est-ce qu'il en a pris conscience? Est-ce qu'il a décidé de suivre une thérapie? Est-ce qu'il a décidé de changer son chemin? Il y avait dans le Time, il y a quelques mois ou semaines, tout un dossier sur est-ce que ce qu'ils appellent l'addiction, sex addiction, c'est-à-dire ça donnait à quelque chose. L'obsession sexuelle, c'est une vraie maladie. Est-ce que ça peut soigner? Est-ce qu'on peut en sortir? C'est exactement comme l'alcoolisme. Donc, les gens qui sont affectés de cette pathologie, puisque finalement c'est une pathologie, la première démarche, c'est de reconnaître que c'est une pathologie et ensuite de désirer se soigner. Et c'est là que réside la liberté de la personne. Bon, alors moi je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas assez intimement pour savoir s'il a décidé de suivre une véritable thérapie. Bon, Prenons un autre cas, par exemple comme l'assassinat. Il aurait pu suivre une thérapie et à ce moment-là, il y a des thérapies qui peuvent avoir leur efficacité, qui changent les gens, parce qu'on en a rencontré tout de même. Prenons par exemple un autre événement, peut-être comparable, même plus grave, qui est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Donc il y a quand même... Alors là, c'est quelque chose alors, de très il aurait pu, évidemment, là, il aurait pu ne pas être tué par le coup de fusil. Il aurait pu échapper. Alors, là, donc ce même événement aurait pu avoir des incidences très faibles. S'il n'était pas mort. Là, il y a tellement de mystères là-dessus. L'assassin n'a jamais parlé, on n'a jamais su, les services secrets américains n'ont jamais dit vraiment la vérité. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Non, mais enfin, on sait quand même qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi ça s'est passé, peu importe. Est-ce que l'astrologie est capable de dire qu'il va y avoir un moment grave dans l'histoire des États-Unis, par exemple? L'astrologie, Edgar Cayce avait parlé d'un président qui serait assassiné en cours de son mandat. C'est une prophétie d'Edgar Cayce. D'accord, je ne savais pas. Il avait parlé d'un président... En quelle année il avait dit ça? Oh, avant sa mort en 1945. Il est mort en 1945. Ah oui, d'accord. Il a dit, vous allez voir arriver. Voilà ce qu'il a dit. Il y a eu d'autres présidents qui ont été assassinés, d'ailleurs. Oui, oui. Il a dit, l'Amérique va devenir un pays de voyous. Et il a employé l'expression américaine de mob rule. C'est la mafia. Le règne de la pègre, de la mafia. Et il a dit, l'Amérique va être entre les mains de la mafia, et vous verrez arriver un président qui ne terminera pas son mandat parce que
Parce il mourra, il sera assassiné à cause de la mafia. Oui, mais enfin, entre-temps, il n'y en a pas eu d'autres. Enfin, je veux dire, c'est toute la question, Madame de Bismont. C'est que il y a une chose entre annoncer un événement particulier et dire que cet événement particulier est le début de quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, bon, bah, il a été assassiné, mais ça, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Oui, mais là, vous soulevez une question auquel, en l'état, personne ne peut répondre, c'est la question de la liberté humaine. Il reste une liberté qui amène un élément d'imprévisibilité, c'est Uranus, et il y a des choses qui sont planifiées, et la liberté humaine peut les mettre en échec, et nous ne savons pas. Je veux dire que nous sommes trop petits pour pouvoir savoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt... moi, je vois les choses un petit peu différemment. Moi, bon, on est dans une sorte de dualisme, là. Est-ce qu'il n'y a pas des forces qui s'opposent à d'autres forces? Bien entendu. Mais la liberté humaine peut appuyer une force ou une autre, peut apporter son immense pouvoir à des forces de destruction ou au contraire à des forces de construction. Alors justement, bon, la question, effectivement, dans le cas qui nous intéresse, depuis dans ces 2 premiers semestres 2011, quelles sont les forces de destruction et quelles sont les forces de construction? Est-ce que les manifestations populaires sont de l'ordre de la destruction ou de la construction? Est-ce que les leaders sont les leaders qui incarnent la construction ou la destruction? Il faut savoir quel est le camp qui incarne le mal et quel est le camp qui incarne le bien. Quelqu'un qui incarne la nuit, c'est quel camp qui incarne le jour. Je pense que c'est une simplification à l'américaine, parce que si vous prenez par exemple ces révolutions, bon, qui a un élément de désir de justice, de désir de démocratie, c'est sympathique, juste et respectable, et ça va dans le sens uranien du désir de respect, de liberté, de progrès. Maintenant, qu'il y ait d'autres éléments déterminants, pour moi, c'est par exemple les révoltes dans les pays musulmans, il y a un élément déterminant, c'est que les pauvres ont faim. Les pauvres n'arrivent pas à remplir leur panier, les denrées sont devenues trop chères, le panier de la ménagère n'arrive plus à se remplir, comme pour reprendre l'expression des journaux, et le prix des denrées pèse sur beaucoup de gens très pauvres. Et à mon avis, c'est ça. Vous savez, on a eu déjà des émeutes de la faim il y a quelques années. Il y a eu la révolte du maïs, les émeutes du maïs au Mexique. Tous ces pays comportent des pauvres, très très pauvres, et pour qui le renchérissement des prix alimentaires sont une catastrophe. Et c'est ça qui les a fait descendre dans la rue. Maintenant que dès qu'il y a une révolution, il y a immédiatement des forces négatives, des forces de destruction qui s'en emparent. On a vu l'exemple type, parce que ça a été tellement étudié, la Révolution française, comme disait Germaine de Staël, elle a fait beaucoup de bien à long terme, mais beaucoup de mal à court terme. C'est-à-dire, il y a eu un désir de justice et de respect qui était représenté par les courants encyclopédistes du XVIIIe siècle. Et puis, il y a des voyous et des gens ivres de pouvoir et de destruction qui se sont emparés. Il y a tout de même eu Fouquier-Tinville, Marat, Robespierre, la guerre de Vendée, des destructions monstrueuses et tout à fait injustifiées. Donc, les forces de destruction se sont tout de suite ruées dans la brèche. Justement, dans le DSK, il est où dans ce système? Il est quand même du côté de ceux qui incarnent l'ordre. Mais c'est un ordre qui a les pieds d'argile, et c'est un ordre qui est basé sur pas mal d'injustices, et maintenant tout ça doit s'écrouler. Ça, il se situe dans un contexte général de remise en question des dirigeantes qui vont maintenant être questionnées. À mon avis, il y a de plus en plus de pays qui vont rester sans dirigeants et sans... Oui. De plus en plus. Oui. On a les Belges qui ont commencé, Ben qui n'ont oui. pas eu de gouvernement, enfin les Belges est un petit peuple très pratique et très discipliné, très pragmatique, qui s'en tire pas trop mal, mais on va avoir de plus en plus de pays qui n'auront pas de gouvernement. Et oui, mais la question, ce qui nous distingue, Marguerite Dorothée, c'est que il y aura un moment où il y aura un revirement de ce processus, inévitablement. L'astrologie est cyclique. Alors moi, ce que je pense, c'est que tout monde, tout progresse et tout évolue vers la lumière, mais avec des étapes. Et là, nous sommes dans une étape de destruction des bases que nous avons connues, afin de permettre la reconstruction de bases meilleures. Donc je suis fondamentalement optimiste, mais pessimiste sur l'immédiat. Oui, mais enfin, alors justement, parlons de calendrier.
combien de temps va durer le phénomène populaire, le soulèvement actuel? Moi, à mon avis, c'est que les débuts. Donc ça va durer des années et des décennies. Ah non, 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 non. Non, je sais pas, soyons... Ça va durer jusqu'à un énorme virage où on va avoir des choses qui ont été annoncées par beaucoup de prophéties des temps anciens, qui sont dans la Bible. Oui, c'est ça. Donc vous le replacez dans ce contexte. Oui. Par exemple, j'arrive pas à me rappeler quel prophète de la Bible avait dit vous avez connu un déluge d'eau au temps de Noé. Je ne sais plus si c'est chez Daniel. Oui. C'est souvent chez Daniel. La terre a été détruite par l'eau au temps de Noé, et la prochaine purification sera par le feu. Oui, mais enfin, est-ce que les événements actuels est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre les événements actuels qui sont finalement assez récurrents? Parce qu'on a l'impression qu'en vous entendant que ce sont des choses totalement nouvelles. Mais tout au long de l'histoire, il y a eu des événements de ce type-là. Ce qui est nouveau, c'est la mondialisation et l'ampleur. Je veux dire que tout le monde arabe, non, quand je dis arabe, c'est une erreur, que tout le monde musulman... Arabo-musulman. Oui, parce que énormément ne sont pas arabes. Je veux dire, le Maghreb n'est pas du tout arabe, ils sont berbères, les Libyens sont berbères, les Turcs sont turcs, les Iraniens sont iraniens. Tous ces gens-là, les Pakistanais sont... Ah oui, non, arabe, c'est trop... Tous ces gens-là ne sont pas du tout arabes, mais ils sont musulmans. Mais que tout le monde musulman, qu'on appelle la Oumma, la communauté musulmane, bascule dans l'ère de la révolte et de la pagaille, c'est tout de même un très 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 gros morceau. Je veux dire, dans l'histoire, autant qu'on l'ait pu, les choses étaient beaucoup plus fragmentées. Mais là, elles sont quand même relativement fragmentées. Vous voyez bien que les choses ne se passent pas de la même façon en Libye, en Tunisie, en Syrie, etc. Oui, c'est très différent, mais c'est tout de même, en gros, c'est décrit comme une remise en question, un rejet. Est-ce que vous voyez un rapport, Madame de Bizemont, entre 2011 et 1989, par exemple, au niveau dans des pays tout à fait différents, au niveau du type de phénomène, du type de revendication? Parce que ça vous permettrait de voir, en 89 il s'est passé un certain nombre de choses, bon, et puis entre-temps il s'est passé d'autres choses, et puis maintenant on recommence. Ce qui me gêne dans votre propos, c'est que vous n'êtes pas dans la cyclicité. La cyclicité, c'est pas la première fois qu'au XXe siècle, au XIXe siècle, il y a des révolutions. Oui, mais il peut y en avoir encore d'autres par la suite. Là, on arrive à une généralisation du phénomène. Bon, vous croyez? Je trouve qu'il s'est passé des tas de choses, mais tout de même, les phénomènes violents étaient limités à une communauté nationale. Et puis, de l'autre côté de la frontière, c'était plus... Non, regardez ce qui s'est passé quand même dans les pays de l'Est en 89, ça a quand même été une contamination qui a touché l'ensemble d'un bloc communiste. Mais tout le monde l'a vécu comme le premier pas de la mondialisation. Oui, mais entre-temps, il y a eu d'autres choses. Entre-temps, il y a eu des leaders. Des gens comme Obama, par exemple, comment vous le situez? Quel genre de leader il représente? C'est quand même, quelque part, Obama, il a incarné, en tout cas au moment où il a été élu, ce qui est peut-être tout à fait maintenant le cas. Mais je veux dire, on a l'impression, en vous écoutant, le temps des leaders providentiels qui vont canaliser, qui vont mener le peuple, est révolu. Oui, c'est tout à fait mon impression. Voilà. Bon, ben moi, je pense que là, on touche à un sujet qui est un peu délicat. Je pense que les femmes et les hommes ne voient pas les choses de la même manière, et que, quelque part, les femmes ont une espèce d'aversion pour l'idée de ces personnages qui sont d'ailleurs effectivement très souvent masculins. C'est vrai que tous les personnages... C'est tout à fait logique ce que vous dites, parce qu'on a eu des civilisations et des structures basées sur la référence à l'image du père. D'ailleurs, pour beaucoup de tout l'Occident, Dieu est un père et un vieillard barbu. Alors que dans l'enseignement de la Chine, certains enseignements de la Chine, en particulier le Tao, voient Dieu, ne décrivent pas, mais quand ils disent le ciel est à la fois père et mère, est à la fois féminin et masculin. Il y a cette idée que la vraie nature du créateur, des forces créatrices, est aussi bien yin que yang, alors que nous le concevons comme yang. Et l'image du président, du roi, de l'homme fort, c'est un homme. Donc c'est une époque, alors qu'il y a eu d'autres civilisations. Prenons le cas par exemple du système parlementaire avec les élections qui reviennent tous les 4 ans ou tous les 5 ans, etc.
c'est aussi une tentative de canaliser l'énergie populaire. Tout à fait. Et on voit bien que les pays qui ont un bon système à ce niveau-là sont moins menacés. Les pays qui ont une vraie tradition parlementaire ne sont pas atteints autant. C'est comme un truc sismique. Il y a des pays qui contrôlent suffisamment bien, qui canalisent suffisamment bien l'énergie populaire pour que, quelque part, cette énergie ne soit pas exacerbée. Pour moi, dans les modèles, il y a la Suisse, hein, qui a donné le référendum populaire. De la démocratie, direct. La démocratie suisse qui marche depuis le serment du Grütli en 1200 et quelques. Vous avez des origines suisses, peut-être? Oui, tout à fait, mon origine suisse. Oui. Tout de même, ça a permis un équilibre remarquable depuis des siècles. Oui. Justement, c'est pour ça donc qu'on peut dire que d'une certaine manière, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met tellement en avant la nécessité d'instaurer un système d'élection, etc. Parce que, mais il ne faut pas oublier que comme ce système d'élection est là pour juguler l'énergie populaire. Oui. Pour confisquer quelque part cette énergie. Tout à fait. Et donc, c'est les pays qui n'ont pas su mettre en place ce système de confiscation et de canalisation qui sont submergés. Il ne faut pas oublier que quand Stéphane Hessel et quelques autres ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui était adoptée par la plupart des pays, je crois que c'était en 1946 ou 48, je ne sais plus exactement, il y a plusieurs pays qui ont refusé de la signer, dont l'Arabie Saoudite, car la première phrase « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit » comportait les femmes. Oui. Et l'Arabie Saoudite a estimé que c'était impensable que dans tous les hommes, on mette les femmes. Oui. Et donc ils ont refusé de signer la Déclaration des droits universels de l'homme et du citoyen. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des pays les plus arriérés de la planète. Oui. Et pour le niveau de vie, pour l'alphabétisation, pour le... Voilà. Il y a d'autres pays qui ont refusé de signer aussi. Mais c'était ça les motifs, qu'ils n'acceptaient pas que tous les hommes, même les femmes, même les gens de couleur, soient libres et égaux en droit. Mais là, on voit bien qu'en effet, reprenons l'affaire des SK, on voit bien qu'effectivement, nos sociétés qui sont dirigées par des personnages qui ont des responsabilités importantes, on a du mal à imaginer, en effet, je pense imaginons que nous soyons des extraterrestres, que nous regardions ce qui se passe sur la Terre. Imaginons qu'ils voient un phénomène comme DSK. Ils disent voilà quelqu'un qui est une stature de leader importante, qui a des responsabilités considérables, et dont le sort peut être compromis par ce qu'on pourrait appeler une bagatelle complètement dérisoire, qui n'a rien à voir avec l'exercice du pouvoir qu'il a. Est-ce que vous trouveriez que c'est une société rationnelle? Une société qui fragilise autant ses leaders, autant qu'il les met à la merci d'un incident de parcours? Est-ce qu'une société qui a une conception cohérente de sa gouvernance? Ce que vous dites là me fait penser à tout ce que Kessie racontait sur l'Atlantide. Et la religion de l'Atlantide qui s'intitulait la loi de 1 et qui reposait sur la cohérence et l'unicité. Donc, et qui supposait que l'être humain est humain, que quand il a réussi à coordonner toutes les parties de lui-même et à se mettre dans une harmonie qui est en même temps une unicité. Et donc, moi j'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'hommes qui étaient par ailleurs d'excellents professionnels et en même temps des gens qui faisaient une consommation de femmes qui donnaient l'impression de courir après quelque chose qui n'atteignait jamais. C'est l'éternel assoiffé qui est quelque chose d'assez pitoyable et qui témoignait donc d'un manque de maîtrise de leur corps et aussi de lacunes de pensée. Alors, l'Europe, dans sa sagesse, ferme davantage les yeux sur les problèmes à ce niveau-là des hommes politiques.
les Américains n'admettent pas. En réalité, tout le monde a à la fois tort et raison, parce que dans la démonstration des SK, on a vu qu'il était un excellent président du FMI. Mais son comportement privé pose de plus en plus de problèmes. Oui, mais enfin bon... Non, mais c'est certainement un homme qui est dans l'idée qu'une femme est un objet à consommer. C'est absolument comme le petit garçon qui ne peut pas s'empêcher de passer devant un plat de sucrerie et de mettre la main dedans. On a l'impression, en vous écoutant, qu'on a une sorte de religion égalitaire, paritaire, féminin, à laquelle toute autre valeur, tout autre enjeu devrait se soumettre en quelque sorte. Moi je pense que le féminin est quelque chose, disons le yin, que notre civilisation a passé à côté de la valeur du yin. D'ailleurs, c'est tout de même étonnant que quand on analysait le revenu par habitant, les pays du tiers-monde et du quart-monde, c'est des pays pauvrissimes, et c'est tous, comme par hasard, des pays où les femmes n'ont pas accès à l'éducation, où elles ne savent pas lire et écrire, où elles sont toutes esclaves de la polygamie et d'autres pratiques comme ça. Moi, je finis par faire une réflexion en me disant que pourquoi est-ce que les pays où les femmes sont le plus considérées comme des êtres humains par entière sont aussi les pays les plus développés, qui sont les plus riches. Tout de même, les gens ne se posent pas de questions là-dessus. Moi, je finis par me poser des questions. Ah ben, écoutez, ça, on pourrait en discuter, parce qu'effectivement, plus un pays est technologiquement en retard, moins il peut, ça va peut-être vous sortir ce que je veux dire, moins il peut profiter des femmes. Parce que si les femmes, elles profitent énormément de la technologie. Donc dès que la demande technologique est faible, la technologie nous permet à nos sociétés d'utiliser les femmes. Donc, à partir où la technologie n'est pas là, eh bien, les femmes, vous ne pouvez pas les utiliser au mieux. Ah, c'est évident. Si la technologie, elle permet par exemple, quelqu'un qui sait, bon, prenons le cas de la télévision, la technologie permet à quelqu'un qui n'a pas de capacité particulière de faire des choses intéressantes. Hein, il a des outils intéressants, il peut lire des textes. Donc la technologie, ouais, c'est une sorte de baguette magique qui permet de transmuter quelqu'un qui est médiocre en quelqu'un d'intéressant. Oui, mais moi je me rappelle mon expérience en tant que très jeune professeur au Maroc. Nous avions des classes d'élèves, il y avait 55 élèves, là-dessus il y avait 50 garçons et 5 filles. Ouais. Alors mon mari et moi, quand nous voyions arriver les parents, nous disions, mais pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas vos filles à l'école pour apprendre à lire et à écrire? Et c'était une levée de bouclier, c'est tout juste si les pères ne nous insultaient pas, la réponse était violente, il n'en est pas question, c'est pas pour les femmes, etc. Donc ce sont des sociétés qui, ayant refusé aux femmes l'accès à l'écriture et à la lecture, les femmes sont actuellement dans ces pays-là, n'ayant pas accès au monde de la communication écrite, sont également privées de l'accès à la technologie, c'est évident. Oui. Mais ça se retourne contre les pays. Oui, ça se retourne contre les pays, si ce n'est que on se retrouve dans des pays extrêmement avancés comme les pays occidentaux, puisque la crise des SK, c'est une crise européenne, américaine. C'est pas une crise dans les pays. Bon, bien qu'elle mette en jeu une africaine qui effectivement vient d'un pays sous-développé. Bon. Et dans lesquels la seule promotion possible des femmes est justement, il n'y a qu'une issue pour les femmes de se promouvoir, c'est la manipulation des hommes. On voit là justement l'émergence dans ce monde bien huilé du FMI, de la France, de l'Amérique. On voit cette femme africaine qui vient tout bousculer, de fait. Alors, je me rappelle, j'avais un mari... C'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement, qui devient un élément de perturbation, finalement. J'avais un mari qui avait longtemps été dans les assurances ou les réassurances et qui faisait de l'audit pour des sociétés européennes en Afrique. Et il me disait, bon, donc il était en Afrique, il était à l'hôtel. Il me disait, toutes les nuits que j'ai passées en Afrique,
toutes les nuits, au milieu de la nuit, on entendait cogner à la porte discrètement, on demandait ce que c'était, et il y avait une petite voix africaine qui disait « Monsieur, c'est l'amour qui passe ». Alors je lui disais « Tu as ouvert et tu as accepté ?» Il me dit « Oui, comme nous tous ». Et il me disait « C'est le seul moyen de promotion des femmes africaines, c'est cela. Et elles sont toutes, elles n'ont pas d'autre choix, donc elles sont toutes plus ou moins conditionnées là-dedans. Pour un Africain, la femme ne peut pas faire autre chose en fait. » L'ampleur de l'impact actuel des choses. Donc d'un côté, les astrologues d'un côté n'ont pas annoncé les choses. Maintenant, on leur demande au moins de nous dire combien de temps ça va durer. Mais ils n'en savent rien. On n'en sait rien. Voilà. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas, il y a des tas de trucs que je ne sais pas et je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, tu comprends. Il y a des choses que je ressens sans pouvoir m'expliquer ce que je ressens. Mais au niveau des techniques proprement astrologiques, Ben, je ne sais pas. Parce que tu vois, je vois, par exemple, je t'ai parlé de tous ces très mauvais aspects, c'est quand même des très mauvais aspects, mais on ne sait pas avant où ils vont porter, tu comprends. On dit oui, il y a un mauvais Uranus, parce qu'il est vraiment opposé à Saturne, mais on ne sait pas où ça va faire. mais déjà, cette notion de bon aspect ou de mauvais aspect, elle fait problème d'une certaine manière. Oui. Qu'est-ce qu'il est... Bon, est-ce que l'astrologie intègre... Pourquoi est-ce que l'astrologie parlerait... qu'est-ce que... Disons qu'on pourrait être plus précis en disant des aspects de tension. Et quand tu as une corde, l'opposition, tu as une corde, tu as deux personnes qui tirent chacune de plus en plus fort, il y a un moment où ça craque. Est-ce que ça fait pas partie d'un cycle, ça, justement? Est-ce que, bon, alors, le cycle nous sommes tellement engagés dans ce cycle que nous n'avons pas de hauteur de vue pour voir ce qui va se passer. Donc c'est un cycle qui dure combien de temps, qui a démarré quand, qui va s'arrêter quand, qui va passer par... Tu as l'enseignement traditionnel sur la grande année de 25 000 ans. Oui, c'est ça. Donc finalement, ce qui me choque énormément, c'est d'analyser des événements qui sont peut-être finalement très récurrents et qui, quand on enlève l'aspect un peu particulier, sont assez banals, oui, et de les placer dans le cadre de l'ère du Verseau, des grandes conjonctions, des transsaturniennes, alors qu'en réalité... ils appartiennent tout simplement à une sorte de respiration de l'humanité. Tu sais, tu as tout à fait raison quand tu dis récurrent, oui. Parce que tu vois, quand je vois les lectures de Kessie n'arrête pas de parler de l'Atlantide pour comparer les événements qu'il décrivait, qui avaient amené l'effondrement de l'Atlantide, aux événements de cette époque-ci. Il n'arrêtait pas de dire, ne faites pas comme les Atlantes, vous êtes confrontés aux mêmes défis. Et regardez ce qui s'est passé pour les Atlantes, ils ont fini par faire sauter leur continent, faites attention de ne pas faire pareil. Et alors chaque fois il disait, il y a un retour des cycles qui ramènent les Atlantes à se réincarner aujourd'hui pour affronter les mêmes problèmes. Donc c'est bien la notion de cycle. Non mais moi je parle de cycles qui font partie de... qui sont nécessaires quelque part. Voilà, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Il y a des cycles qui sont nécessaires, et qui sont nécessaires parce que justement ils sont dans l'alternance. Il y a le jour et la nuit, ça alterne. C'est pas quelque chose de linéaire. L'astrologie n'est pas linéaire. Mais tu as tout à fait raison, parce qu'il y a des cycles seulement. Comme nous sommes engloutis au creux des cycles, nous n'avons pas la hauteur suffisante pour les voir. Et les astrologues de cette époque ne peuvent pas non plus avoir le recul suffisant. On est tous des très pauvres types, si tu veux que je te dise. On fait avec, on fait au mieux. On peut faire un petit peu le nez sur le guidon, mais pas tellement plus. Donc, en fin de compte, la voyance pourrait venir au secours de l'astrologie. Ah oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est tout à fait mon impression. Elle viendrait compléter l'astrologie. Tu vois, quand les gens me demandaient est-ce que DSK va être président, et la plupart des gens qui me l'ont demandé en étaient pratiquement sûrs. Et que moi, en voyant, je disais ben non, je ne vois rien de tel. C'était pas l'astrologie qui pouvait me le dire, c'était la radiesthésie, c'est tout. C'est-à-dire la voyance appuyée sur la radiesthésie. Moi, je passais le pendule et la réponse était non. Et puis je redescendais en moi-même, et moi, je voyais pas non plus. Alors je disais, vous voyez-vous DSK président? Moi, je ne le vois pas. Et d'ailleurs, je ne vois président aucun des candidats qu'il y a maintenant. Aucun, je ne vois personne. Ah ouais, c'est embêtant ça. Je ne vois absolument personne. Ah, pas plus Sarkozy que... Non, je ne vois personne. Ah oui. Je ne vois rien. Alors, ou bien je suis complètement aveugle, c'est possible,
ou bien le scénario c'est pas ça, il n'y aura pas de présidentielle, je ne sais Ou alors pas. il y aura quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est ça que tu Ou veux un dire? nouveau venu, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, Ah oui. je vois rien. L'autre fois il y avait un journal, je ne sais plus lequel, avec la trombine, un trombinoscope de tous les candidats. Je passais le pendule sur tous, je ne voyais aucun d'entre eux. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois pas, puis c'est tout. Alors que Sarkozy, tout le monde le voyait assez bien, et l'astrologie aussi. Parce que moi je me rappelle avoir analysé le milieu du ciel de Sarkozy, où il y a une belle planète, et le milieu du ciel de Ségolène Royal qui est complètement vide. Et pour moi, il n'y a pas de problème, c'était celui qui avait un milieu du ciel avec une belle planète qui réussirait sur celle qui avait un milieu du ciel complètement vide. Ça, c'est de la pratique astrologique. Donc beaucoup de mes confrères ont vu passer Sarkozy, et moi aussi. Ça bon. Mais là maintenant, je vois passer personne. Mais ces présidentielles, je les vois même pas. Alors tu comprends? Alors je ne sais pas pourquoi. Je peux avoir des défaillances. Mais est-ce que tu aurais pu voir ce qui allait arriver à DSK il y a un mois? Je ne sais pas, j'ai pas cherché. Tu vois. Donc, Peut-être que si j'avais cherché, j'aurais trouvé quelque chose. Certainement pas par astrologie, mais par voyance. oui. Mais j'ai même pas cherché. J'ai pas cherché. Et mon fils me dit, mais votre conférence, je vais vous sortir le thème de DSK, il faut en parler. Et je dis bon, parce que tout le monde va me poser la question, donc c'est incontournable. Mais au début, je ne me suis pas du tout penchée là-dessus, donc je ne peux pas dire ce que j'aurais fait ou pas fait. Alors donc finalement, pour un peu avancer dans cet entretien, quel est le bon usage? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que tu mets en avant des écueils, des imprévus, quel est le bon usage, la bonne façon, oui, le bon usage de l'astrologie, comment l'astrologie doit éviter de se positionner pour ne pas Écoute, être... c'est une certaine modestie, c'est d'accepter que nous sommes tout petits et nous sommes embringués d'espèces de tourbillons d'événements et de devenirs. L'astrologie est certainement utile et au quotidien, oui, mais nous ne sommes globalement pas assez sages, pas assez informés, pas assez instruits, pas assez avancés pour en tirer un enseignement absolu. Nous en tirons une aide considérable quotidienne, un réconfort, mais pour nous, elle a des limites. Dans la mesure où nous-mêmes avons des limites, où notre civilisation a des limites, où nos conceptions sont limitées. Nous sommes très limités, donc notre astrologie est limitée aussi. Non, est-ce qu'il est plus facile de faire une prévision pour une personne en particulier ou pour le monde ou pour un pays? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Parce que c'est pas pour ce qui concerne un pays, c'est un ensemble. Un pays est moins à la merci d'un incident qu'une personne. Un pays ne peut pas être tué par un assassinat. Une personne peut l'être. Un pays ne va pas se casser la jambe. Regarde ce qui s'est passé pour la Tunisie. C'était un tout petit incident, un pauvre petit vendeur de légumes qui s'immole par le feu. Il a mis le feu aux poudres de toute la Tunisie et de tout le monde musulman. Oui. Tu vois, c'est le petit truc qui fait... Oui. C'est certain. Oui, il peut y avoir effectivement, c'est comme un peu comme avec l'histoire de cette africaine. Elle a mis le feu aux poudres avec un incident qui... Et alors les Africains bien informés se rendent compte que DSK était plutôt bienveillant vis-à-vis des pays du tiers-monde et plutôt dans le désir d'aider, puisque oui. le FMI, c'est ce qu'on appellerait une tontine, c'est-à-dire que les gens mettent chacun un peu d'argent pour venir en aide à ceux qui ont besoin. Il y a aussi la Banque mondiale qui s'occupe aussi de ces questions, oui. Qui est plus consacrée à l'aide aux pays sous-développés que le FMI. Oui, mais tout de même le FMI a drôlement aidé la Grèce. Oui, mais la Grèce n'est pas un pays du tiers-monde quand même. Oui, mais c'est limite, tu comprends. Enfin, elle fait partie en tout cas de l'Union Européenne et même de la zone euro. Oui, mais elle doit une fière chandelle à DSK. Oui. Et puis la zone euro aussi, parce qu'il a beaucoup aidé.